Bonjour Stéphane, je suis Bonjour heureuse Fanny. de partager cette interview avec vous. Vous allez pouvoir nous présenter aujourd'hui votre parcours et les différentes étapes de votre carrière. Tout à fait. Merci de m'interviewer aujourd'hui. Donc, ma carrière a commencé il y a quelques années maintenant. Effectivement, en sortant d'école de commerce, j'ai commencé par un cursus international en faisant un VIE aux Émirats Arabes Unis, couvrant l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Eurasie, où j'avais la responsabilité d'un bureau commercial dans les télécoms au sein de la société Safran, où j'avais à développer commercialement la commercialisation de téléphones portables auprès des opérateurs de chacun des pays. Ça a été une aventure extraordinaire parce qu'il a fallu créer un bureau de zéro et recruter des commerciaux, des chefs de projet et monter toute une stratégie pour développer une zone géographique. Donc ça a été passionnant. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans dans différents continents puisque j'étais au Moyen-Orient, ensuite j'étais en Afrique, après j'ai été aux États-Unis et je suis passé par l'Asie également, où à chaque fois j'ouvrais des bureaux et donc ça m'a permis de développer une compétence multiculturelle parce qu'à chaque fois il y avait plusieurs commerciaux dans chacun des pays et donc une richesse très importante dans la manière de travailler et d'aborder je dirais le développement d'une activité. Tout ça avec le support d'un grand groupe international et qui avait un relatif confort dans l'exécution de tout ce qu'on avait à développer. Et ensuite, j'ai développé pendant 5 ans une aventure qui était à la fois entrepreneuriale et familiale. Je me suis associé avec mon père, ce qui était un enjeu double et néanmoins passionnant parce que la relation filiale n'est pas forcément évidente dans le cadre professionnel. Ça ne l'a pas été, mais pour autant ça a été extrêmement riche. Et pendant 5 ans, on a développé une activité donc, dans un domaine où j'ai fait un virage à 180 degrés. Je suis passé de 10 ans dans les télécoms à l'international à une activité beaucoup plus locale sur la Gironde, de fabrication et de pose de murs à ossature-bois dans le domaine de l'immobilier. Et donc j'ai travaillé avec quasiment tous les promoteurs locaux, promoteurs privés et puis les bailleurs sociaux également. On a participé à construire le programme des 50 000 logements qui a été relativement connu depuis une dizaine d'années sur le territoire de la métropole. Donc ça a été passionnant, ça a été un challenge très engageant puisque changer de domaine d'activité, il faut avoir une légitimité à la fois vis-à-vis des interlocuteurs avec lesquels on travaille, mais également avec celui qui est notre associé et surtout père. Donc c'est pas forcément évident, mais ça a été une aventure qui a été absolument passionnante, couronnée de succès puisqu'on a vendu cette activité. Personnellement, je voulais revenir sur un secteur d'activité qui était plus proche de mon appétence et de mes compétences, raison pour laquelle je me suis associé, encore une fois, avec des compétences complémentaires, donc en l'occurrence un radiologue et un informaticien, et on a co-créé donc une activité dans la téléradiologie, donc qui était un domaine plutôt de l'informatique, du numérique en santé, un domaine encore que je ne maîtrisais absolument pas, sur lequel je n'avais pas d'expérience et sur lequel il a dû falloir avoir une crédibilité immédiate puisque j'étais président de cette société. Donc j'étais relativement exposé vis-à-vis des clients, des partenaires, des donneurs d'ordre. Et donc apprentissage sur le tard, accéléré pour gagner en crédibilité et être en capacité de pouvoir œuvrer dans cette nouvelle aventure. Et celle-ci s'est plutôt bien passée puisque par vague de 18 mois, on a noué des partenariats, fusionné avec une autre société qui était une ETI, donc beaucoup plus importante que la start-up que nous étions. Et encore 18 mois après, donc ça fait une période de 4 ans sur l'ensemble, on a vendu une part de l'activité à une mutuelle, un groupe mutualiste, dans lequel une aventure nouvelle s'est présentée, puisque là c'était plus l'intégration dans un grand groupe et la fusion de plusieurs acquisitions de ce grand groupe pour arriver justement à faire que ces fusions ne fassent plus qu'une seule entité. Donc j'ai participé cette fois-ci en tant qu'entrepreneur et manager à une intégration qui a été sur le plan technique, sur le plan des ressources humaines, sur le plan de la stratégie, extrêmement complexe mais très riche en termes d'expérience. Au bout de cette expérience, de cette fusion, il a été temps pour moi de pouvoir
réfléchir à une nouvelle étape après ces deux virages, télécom, bâtiment, numérique en santé. Et le virage, je le souhaitais moins important qu'auparavant pour justement être quand même dans la capitalisation d'un certain nombre d'acquis, d'expériences, de compétences. Donc j'ai souhaité rester dans le domaine de la santé. C'est à ce moment-là où on s'est rencontrés et où effectivement vous avez pu m'accompagner en me permettant une réflexion et en faisant un choix qui est un choix que je regrette absolument pas puisque je suis dorénavant encore une fois dans un domaine entrepreneurial, une société dans la téléophtalmologie qui est très proche de ce que je faisais auparavant en termes de duplication de processus et en termes de technologie aussi, et qui me permet de faire état de mon expérience, de mes compétences et de faire avancer cette société dans laquelle j'ai une double fonction, parce que je suis à la fois actionnaire et opérationnel dans cette activité. Voilà, donc voilà pour mon parcours, on va dire, entrepreneurial, et il est vrai que j'ai eu tout au long de ce parcours entrepreneurial des activités connexes qui étaient inévitablement dans le cadre des secteurs dans lesquels j'étais, mais j'étais très engagé dans des associations, j'ai été élu à la French Tech Bordeaux, dans des clusters également sur lesquels j'ai eu des missions de représentation pour des projets innovants, notamment dans un cluster technologique, et puis maintenant dans des activités qui sont des associations ou des organismes qui ont attrait au numérique en santé et qui font avancer des problématiques juridiques d'ordre de parcours de soins et de l'acceptation du numérique en santé, ce qui est un enjeu clé pour le déploiement de la santé, notamment dans les territoires déserts médicaux, mais qui est un enjeu parce qu'inévitablement il faut préserver le médecin au centre du soin, il faut préserver les données de santé, il y a un certain nombre d'enjeux qu'il faut valider. Donc ces activités connexes sont très importantes pour mon activité principale parce qu'elles me permettent d'être au fait de tous les enjeux et puis à la fois de participer mais aussi de prendre de l'information. Voilà. Ok, merci Stéphane. Donc on voit que vous êtes un homme qui est purement engagé dans ce que vous faites. Ouais. Passionné. Vous aimez passionné, ça c'est clair. Vous aimez le challenge. Vous êtes très résilient, vous osez justement sortir de votre zone de confort pour faire preuve de résilience et aller dans un nouveau secteur que vous ne connaissez pas forcément. Absolument. Et puis toujours avec une position assez de leadership, une position dominante, où en fait vous êtes soit associé, soit entrepreneur, soit cofondateur. Donc aujourd'hui vous êtes chez Téléophtalmo, donc toujours passionné et lié à ce secteur de l'innovation. Comment est-ce que vous pourriez imaginer la télémédecine dans 5 à 10 ans ? Alors déjà, je vais garder beaucoup d'humilité par rapport à ça parce que les enjeux sont nombreux et il y a beaucoup de paramètres qui vont faire qu'il y aura des directions qui sont prises. Donc je ne prends pas non plus trop de risques dans la description de cet aspect-là, mais c'est un peu ce que j'évoquais dans mon propos préalable, c'est-à-dire que inévitablement le médecin doit rester au centre de l'acte de soins et du parcours de soins, c'est absolument indéniable. Il y a un décalage en fait des actes qui vont vers de la délégation de tâches, vers des paramédicaux. Donc dans le cadre de l'ophtalmologie, ce sont les orthoptistes. Dans le cadre de la radiologie, ce qui était mon activité précédente, ce sont les manipulateurs radio. Et puis dans d'autres spécialités, ça peut être les infirmières, notamment ce qu'on appelle les IDE ou les IPA, les infirmières de pratique avancée. Il y a beaucoup d'acronymes dans tous les secteurs. Et en l'occurrence, donc aujourd'hui, l'évolution va aller vers de la délégation de tâches parce que tout d'abord les matériels au pluriel permettent de pouvoir faire le pont entre un paramédical qui a entre 3 et 5 ans de formation avec inévitablement des médecins qui ont entre 8 et 15 ans de formation. Donc effectivement cette délégation de tâches se fait aussi par de la montée en compétences des paramédicaux et par l'évolution du matériel. Mais il y a un élément qui est fondamental, ce sont les lois, les décrets qui encadrent et qui font que les protocoles de soins sont garantis. Donc ça c'est un premier élément d'évolution. Il y a dans beaucoup de domaines l'intelligence artificielle qui est d'ores et déjà opérationnelle dans certains domaines d'activité de la santé. Et donc l'avènement de l'intelligence artificielle va permettre
une productivité dans le sens, j'entends, de la qualité des soins, hein, évidemment pas celui de la productivité sur le plan industriel, mais aujourd'hui ça va permettre de pouvoir aider et accompagner le médecin dans son diagnostic pour lui permettre justement de pouvoir voir peut-être plus de patients avec une performance de diagnostic encore plus importante. Pourquoi? Parce qu'il aura les examens les plus basiques qui seront quasiment, je dirais, garantis en termes de diagnostic par de l'intelligence artificielle, et le médecin pourra se recentrer en termes de temps sur les cas compliqués. Donc voilà. Mais le médecin, sur tout acte, qu'il soit fait par de l'intelligence artificielle ou pas, doit être au centre et sera au centre, ça c'est une évidence. Donc, il y a une notion d'éthique qui est fondamentale, donc l'éthique en santé va être un élément qui va se développer aussi beaucoup pour justement qu'on soit tous garants qu'en tant que citoyen, on ait des soins qui soient de qualité et opérés par des médecins. Donc ça va créer un réel impact. Oui, complètement. Il est déjà existant. Donc il y a toujours une course entre le développement de la technologie, mais c'est vrai dans d'autres secteurs, et puis un encadrement. Il y a des notions d'assurance aussi qui sont évidentes. Donc, on peut faire des métaphores avec la conduite autonome ou des choses comme ça. Inévitablement, la technologie va très vite et on doit absolument prendre le temps de pouvoir absorber ces évolutions pour qu'elles soient viables et qu'elles soient surtout encadrées par les assurances, les lois, les décrets qui sont quand même la base de notre société. Okay, c'est très intéressant. Et quel est le défi de Téléophtalmo ? Alors, sur les 5-10 années à venir. Le défi de Téléophtalmo, il y en a plusieurs. Il y en a un certain nombre qui sont confidentiels, dont je ne pourrais pas, je dirais, faire état dans cette interview, mais par essence, on a une mission, on est une entreprise à mission. Pourquoi? Parce que notre modèle et notre offre de valeur, elle se situe dans le positionnement de cabinets physiques, avec un ancrage territorial dans les déserts médicaux. Aujourd'hui, c'est un énorme problème en France et pas partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. Il y a une problématique de couverture du territoire par l'installation des médecins, quelque spécialité que ce soit. Et donc effectivement, il y a des déserts complets médicaux sur lesquels il y a malgré tout des patients et des citoyens. Et donc, nous installons ces cabinets dans ces déserts médicaux. On a une liste de communautés de communes, qui est la granularité d'analyse que nous avons pour couvrir le territoire, qui est au-delà de 200 communautés de communes. Donc il y a un plan important. Aujourd'hui, on a 25 cabinets sur 22 départements sur l'ensemble du territoire. Donc on a une marge de progression très importante, au-delà de la concurrence qu'il puisse y avoir. Aujourd'hui, il y a un réel besoin que nous adressons. Donc ça, c'est un enjeu. Après, effectivement, il y a un certain nombre de projets qui compte tenu de ces problématiques, s'ouvrent à nous et sur lesquels on est susceptible de pouvoir répondre. Mais là, c'est des sujets qui sont un peu plus confidentiels. Donc voilà, mais toujours attrait aux déserts médicaux et à la couverture d'une réponse à une problématique évidente. Donc, Ok. Alors pour revenir à votre expérience de co-associé, ouais. Quels ont été les plus grands challenges que vous avez, bien réussi à surmonter pour pouvoir aller vers le succès et puis conserver des relations harmonieuses, par exemple avec vos associés, ou un management ou un leadership qui soit avéré avec vos collaborateurs? Tout à fait. Alors déjà, le succès, c'est très relatif, hein, donc évidemment, sur cet aspect-là, je ne ferai pas forcément de digression sur l'aspect du succès, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les enjeux majeurs, c'est de trouver les bons associés. Et en l'occurrence, même quand on trouve les bons, déjà c'est très subjectif par rapport à la personnalité, par rapport à des enjeux, par rapport à des besoins dans lesquels nous sommes à chaque phase. Donc aujourd'hui, trouver les bons associés, c'est un équilibre assez instable, mais par essence, il faut justement entretenir la relation, la communication est fondamentale. Le besoin de partager, alors ça c'est un aspect tout à fait personnel, il y a des entrepreneurs qui sont relativement seuls et qui souhaitent justement être maîtres à bord, et donc ça c'est pas du tout ma personnalité, moi j'ai au contraire.
Vous avez besoin de partage, de communication. Une relative connaissance de mes qualités et de mes lacunes. Et donc, en général, j'essaie de m'associer avec des partenaires qui couvrent ces lacunes, voire qui complètent mes qualités, parce que, encore une fois, c'est intéressant de partager sur beaucoup d'aspects les problématiques auxquelles on fait face. A fortiori, quand on crée une société, on part de zéro, donc il y a tout à faire, tout à créer, et les enjeux sont multiples. C'est des enjeux de marché, des enjeux de structuration de société, des enjeux de gestion de crise ponctuelle. Donc aujourd'hui, je dirais que les enjeux majeurs, c'est essentiellement humain. Ils sont humains parce que c'est notre capacité, notre résilience, notre agilité à pouvoir faire face à des problématiques ou à être en capacité d'aller capter des opportunités quand elles surviennent. Donc je dirais que s'il y a un maître mot, c'est l'humain. Avec la communication et la résilience, je pense qu'on arrive à faire de très belles choses. Ok, on mettait souvent l'humain en dernière position. Maintenant, on met l'humain en première position parce qu'on se rend compte que c'est vraiment le déterminant du succès, entre guillemets, et de la réussite et du développement. Absolument. Alors, est-ce que vous pourriez partager maintenant les 5 conseils que vous pourriez donner aux entrepreneurs d'aujourd'hui qui souhaitent se lancer dans ce monde en constante évolution? Alors, le premier, c'est la passion. Aujourd'hui, moi, les différents secteurs que j'ai pu découvrir au travers de mes expériences, c'était par une volonté de découvrir et une passion d'entreprendre et d'être acteur de ces secteurs d'activité. Donc la passion, inéluctablement. Je pense que si on entreprend pour d'autres raisons que la passion, tôt ou tard, ça finit par surgir de manière assez négative. Donc ça, c'est un premier élément. La résilience, parce que inévitablement, à peu près à chaque jour, entre chaque jour ou chaque phase de l'entreprise, il y a une nécessité de s'adapter, donc que ce soit avec ses associés, mais face à ses clients, face à ses fournisseurs, face à ses concurrents. Donc de la résilience, absolument. Une nécessité de savoir, en troisième point, je dirais, de savoir s'entourer. S'entourer des meilleurs associés, des meilleurs collaborateurs. Alors, quand je dis meilleurs, c'est toujours pareil, hein, c'est comme le succès, c'est évidemment les bonnes personnes, qui ont le bon profil, à la fois en termes d'expérience, de compétences et aussi d'attitude, parce que je pense que c'est fondamental dans un groupe d'humains que d'avoir des gens qui savent aussi se comporter et avec les bons standards, on va dire, les bases, et puis aussi la philosophie d'entreprise. Donc ça, je pense que c'est important. Dans l'entreprise, on a aussi cette notion d'écoute. Donc je dirais que ça, c'est un autre élément en tant qu'entrepreneur, qu'on soit je dirais, président de la société, directeur général ou dans d'autres fonctions, bien qu'associé. On a une notion d'écoute dans le management, c'est fondamental. C'est fondamental aussi avec ses clients, parce que si on n'écoute pas ses clients, on ne sait pas répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est un élément très important. C'est l'écoute active. Et puis une écoute du marché aussi, parce que le marché évolue. Il ne dépend pas que de ce qu'on est en capacité d'offrir ou de ce qu'on veut offrir. Il dépend de tout un tas de paramètres et il est très mobile. Et donc, il est nécessaire d'être à l'écoute de ce marché pour savoir aussi faire avancer sa société. Et enfin, je pense qu'il est nécessaire aussi d'avoir une acquisition de compétences perpétuelle. Donc, savoir justement aller chercher la formation, l'information pour être justement toujours en alerte, que ce soit avec ses collaborateurs, dans les techniques de management, que ce soit avec ses clients dans la manière de se développer de manière commerciale, dans la gestion, même si ce n'est pas forcément la fonction qui vous attrait, et puis dans les compétences intrinsèques par rapport à chacun des métiers. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas médecin et pour autant, j'apprends tous les jours de différentes manières et je me forme pour être crédible et compétent dans l'abord que j'ai de telle ou telle activité. Donc, c'est assez fondamental. Donc, voilà. Ok, donc on va reprendre ces 5 conseils. Donc, ils sont la passion, vous la avez résilience. Ensuite la résilience, savoir s'entourer. Voilà. L'écoute active et puis la montée en compétences. Voilà, exactement. Donc le maintien ou la montée en compétences parce que on apprend tous les jours. Ok. Et tout cela correspond aussi au métier de coach, hein, comme j'ai pu bien le faire valoir avec vous. On a commencé ensemble il y a à peu près 2 ans un programme de coaching. Est-ce que vous pourriez nous partager en fait votre expérience par rapport à ce coaching et puis nous dire
Comment est-ce que vous avez pu évoluer du début du coaching jusqu'à la fin? Alors, tout d'abord, c'était une décision qui a été personnelle. Donc, c'est un élément qui change énormément effectivement, si on s'était effectivement prescrit par une organisation ou la hiérarchie. Donc ça a été une démarche qui a été tout à fait personnelle parce que j'avais une volonté très clairement d'y voir clair. Dans mes certitudes, c'est toujours très compliqué d'avoir des certitudes et donc cette démarche m'a permis de me poser les bonnes questions ou de me répondre aux bonnes questions que vous me faisiez avoir et sur cet élément ça m'a permis aussi de revoir un certain nombre d'éléments dont je pensais être relativement certains dans le domaine d'activité dans lequel je souhaitais aller, dans la typologie de structure dans laquelle je souhaitais évoluer et au travers des différentes séances qu'on a pu faire, avec la réflexion qu'il y avait entre chacune, avec un travail que vous m'avez donné également, vous m'avez donné beaucoup de travail et il a été très productif parce que effectivement la réflexion a complètement évolué dans un sens où je suis revenu sur les fondamentaux qui étaient ceux de ma personnalité, de mon expérience, avec les succès relatifs que j'ai pu avoir et puis surtout les échecs potentiels pour me positionner par rapport à une nouvelle aventure qui serait la plus épanouissante pour moi parce que ça reste quand même la finalité première. Et très clairement, j'ai pu réussir à faire le choix de repartir sur une aventure qui n'était pas celle que j'aurais choisie sans ce processus de coaching. Et j'en suis très heureux puisque je suis extrêmement épanoui aujourd'hui. Je suis complètement dans, je dirais, les actions, les enjeux qui sont ceux que j'avais envie de trouver. Et donc je me réalise complètement. Donc ce coaching a été fondamental dans cette approche. Donc je le referai à la prochaine, dans 2 ou 10 ans, je ne sais pas, on verra ce que la vie me prêtera. Donc, et à qui est-ce que vous conseilleriez justement de suivre des programmes de coaching comme celui que vous avez suivi? Alors aujourd'hui, selon moi, il ne concerne pas que les entrepreneurs, pas que les dirigeants non plus, hein, parce que très clairement, je pense que quelle que soit la fonction et la typologie de secteur dans lequel on a toujours besoin, dans différentes étapes de sa vie, de se remettre en question. Donc aujourd'hui, l'aspect professionnel est relativement important dans la vie, hein, même si tout le monde essaie de trouver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Aujourd'hui, l'activité professionnelle reste fondatrice pour la personnalité de quelqu'un et puis pour les envies, les appétences, les enjeux qu'elle souhaite mener. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de cadres, à minima, si ce n'est les dirigeants ou les entrepreneurs, peuvent faire effectivement des séances de coaching. Je pense que c'est important de pouvoir aussi se remettre en question et faire cette démarche à titre personnel parce que, encore une fois, il n'y a pas de honte à être accompagné. Au contraire, je pense que c'est extrêmement structurant. Exactement. Et si on arrive à avoir la lucidité pour le faire, en général, c'est couronné de succès. C'est un investissement à long terme sur sa personne qu'il faut faire à un moment donné, une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie, mais après la démarche, si on va dans la démarche, je pense qu'elle est à faire à différentes reprises, à chaque fois qu'on a besoin de franchir une étape, tout simplement. Donc le coaching pour moi n'est pas un one shot, c'est à mon avis une démarche qu'il faut faire régulièrement quand on a besoin de répondre à un certain nombre de questions qui peuvent être fondamentales par rapport à l'abord qu'on va avoir d'une nouvelle aventure. Alors Stéphane, je vais vous poser une dernière question qui va être toute simple, qui va être à but inspirationnel pour tous ceux qui nous écoutent. Quel est votre mot de la fin? Alors je suis incapable d'avoir un seul mot, donc je vais vous en donner peut-être 3. Okay. C'est humilité, parce que quel que soit ce qu'on ait fait dans la vie ou ce qu'on ait pu être, le pire des choses c'est de dire moi avant j'étais ça ou j'étais ci. Donc c'est l'humilité, très clairement. C'est l'acquisition de compétences, très clairement. On doit apprendre à tout âge, en tout cas quand on souhaite rester actif. Donc c'est apprendre d'une manière ou d'une autre, en lisant, en se formant ou en étant coaché, et garder la passion. Voilà, okay. Très clairement. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. À très très vite.